De Strasbourg, nul n'est besoin de présenter la cathédrale. Cette merveille gothique dont l'état de conservation inspire le respect et l'étonnement. Mais beaucoup ignorent que seule de toutes les cathédrales de France, elle a conservé à ses côtés depuis sa construction une entreprise dédiée à son entretien, l'œuvre Notre-Dame. La cathédrale est une structure presque vivante, mais celle de Strasbourg possède depuis toujours l'outil humain nécessaire à sa constante rénovation. Hier, aujourd'hui, demain, ce film est un voyage au cœur de l'œuvre Notre-Dame, que Malraux appelait déjà un monument historique vivant. La maison de l'œuvre, à l'ombre de la cathédrale, a vu se succéder des milliers d'hommes et de femmes uniquement dévoués au monument. Sous sa charpente médiévale, au fil des années, au fil des siècles, que d'affrontements, de polémiques, de conversations secrètes, mais aussi de rires, de triomphes et d'orgueil. Que reste-t-il de ces émotions, sinon le monstre de grès dans lequel elles sont comme pétrifiées aujourd'hui? L'œuvre Notre-Dame est comme un vaisseau qui aurait navigué au long cours de l'histoire et se serait maintenu à flot malgré les tempêtes formidables qu'il affronta, siècle après siècle. Elle est aussi comme le petit homme, qui est son insigne depuis la nuit des temps. Fragile, certes, mais armé comme lui d'un esprit de résistance qui est sa force, aujourd'hui comme hier, cet hier tempétueux qui commence il y a plus de 8 siècles. Une cathédrale de style roman, édifiée par l'évêque Werner, existait jusqu'au XIIe siècle à l'emplacement actuel. Après qu'un incendie l'eut ravagée, on décida de la reconstruire dans le nouveau style gothique. On institua aussitôt un organisme destiné à recueillir les fonds, les legs, les dons pour la construction. Ce fut le balbutiement de l'œuvre Notre-Dame, sous la tutelle de l'évêque. Les bourgeois de la ville étaient largement mis à contribution par le clergé, sans guère de droit de regard. Grâce à leur générosité, la construction progresse tout au long du XIIIe siècle. C'est alors qu'un événement capital intervient en 1262, lors de la bataille de Hausbergen, qui voit le pouvoir municipal s'émanciper du clergé. C'est la première grande épreuve historique pour l'œuvre. Qu'adviendra-t-il d'elle avec un pouvoir laïque? Or, loin d'être remise en cause, elle en sort fortifiée. La ville prendra résolument en main l'administration du chantier. Et l'œuvre Notre-Dame sera placée désormais, de l'architecte aux artisans, sous l'administration du premier magistrat de Strasbourg. C'est un fait unique à cette époque, puisque les bourgeois de la ville ne se contentèrent plus de participer au financement, mais prirent aussi une part active à la construction de la cathédrale. Aujourd'hui, à bien des siècles de cette époque lointaine, l'œuvre vit encore du patrimoine qu'elle a accumulé et qui s'augmente régulièrement de nouveaux dons ou legs. Forêts, vignes, immeubles dispersés dans toute l'Alsace. Comme toutes les cathédrales de France, celle de Strasbourg est passée sous l'autorité de l'État. Mais l'œuvre, elle, est toujours administrée par le maire de la ville. L'œuvre Notre-Dame, c'est une quarantaine d'employés, pour la plupart artisans. Et si ceux-ci ont pu accomplir leur œuvre, c'est aussi grâce au savoir-faire de ses gestionnaires. L'œuvre Notre-Dame, c'est une fondation qui a comme objectif de gérer le patrimoine qui lui a été légué ou donné depuis maintenant presque 800 ans. Et les revenus de ce patrimoine servaient au départ à faire la construction de la cathédrale et maintenant à entretenir la cathédrale. Sont conservés ici des savoir-faire qui partout ailleurs sont perdus. Et on est en quelque sorte un monument historique vivant puisque nous avons des garçons qui savent faire des choses et se transmettre de génération en génération ces techniques anciennes. Et je me rends bien compte que l'ensemble des gens qui travaillent ici
travaillent parce qu'ils ont la foi non pas en un Dieu ou quelque chose, puisque chacun est libre de penser ce qu'il veut à la Fondation, mais la foi dans la cathédrale et dans le travail qu'ils font et qui sublime tout ce qu'ils font. On se doit d'être dans cette continuité, on se doit de faire perdurer le savoir-faire. Ça, c'est un devoir à la Fondation. C'est des fois lourd à porter, hein, parce que c'est vrai, je pense qu'on le sent, ça, on le traîne un peu sur les épaules. C'est vrai. Ce qu'il faut, pour un tailleur de pierre, c'est apprendre à observer. À la Fondation, il faut apprendre à observer, à se mettre un petit peu dans le bain des différents chantiers. Parce qu'on a fait la flèche, qui était du gothique, un style particulier. Demain, on va aller sur la galerie naine de la Tour de Croisée, ça c'est du roman. Donc un autre aspect de taille, une autre finition, une autre manière de tailler même. Faut pouvoir regarder, observer et puis essayer de remettre en œuvre un petit peu la même chose, quoi. L'œuvre Notre-Dame, c'est un esprit qui vient de très loin. Ancien comme la cathédrale, il s'est maintenu à travers des générations d'artisans qui ont accompagné le monument. Ils ont signé chacune des pierres qui forment l'édifice, au moyen de petites inscriptions chaque fois différentes. Les tâcherons sont la mémoire vive du petit peuple des tailleurs de pierre. Ils sont aujourd'hui soigneusement répertoriés par les artisans de notre époque. L'histoire de l'œuvre est aussi jalonnée de personnalités exceptionnelles qui furent les maîtres d'œuvre ou architectes. Plusieurs furent des artistes de génie, beaucoup des pionniers. Le plus illustre d'entre eux fut maître Erwin dit de Steinbach, que les bourgeois nommèrent à la direction des travaux et à la tête de l'œuvre, aussitôt après leur victoire sur l'évêque. On ne sait que fort peu de choses de lui, mais la notoriété du maître a fait de Strasbourg l'un des foyers créateurs de l'art gothique et a permis à l'œuvre de se hisser au premier rang des institutions chargées de collecter les fonds et de devenir dépositaire du savoir-faire technique de l'Occident médiéval. Maître Erwin est mentionné pour la première fois sur une charte du 16 octobre 1284. Il édifia, dans la nef, la jolie chapelle de la Vierge destinée à recevoir les dons. Il ne reste qu'un fragment de l'entablement. Mais surtout, on doit au maître l'esquisse et la construction de la façade occidentale et de l'étage de la rosace. C'est la seule de son espèce dont on conserve les plans. Le majestueux massif, qui surgit aujourd'hui rue Mercière et qui est un des deux prodiges de l'édifice avec la flèche, est de son inspiration et pour partie de sa réalisation. Erwin rendit l'âme en 1318. On raconte qu'il repose dans la cathédrale, privilège d'ordinaire réservé aux évêques, aux chanoines et aux généreux donateurs. Quand elle a pris son poste, en 2000, l'architecte Christian Schmuckle-Mollard a dû se placer dans cette prestigieuse lignée, puis se confronter jour après jour à l'œuvre de ces extraordinaires devanciers. Aujourd'hui, on prend vraiment la décision de remplacer le prophète. Parce qu'il est extrêmement fissuré. Moi, j'ai vraiment pas d'état d'âme pour dire que c'est ce dernier élément qui reste de la restauration des années 1920 soit remplacé. Et de toute façon, là, on sent bien que l'arrière du bonnet va tomber. Le bras était déjà tombé, il avait une greffe. Ici, on a un certain nombre de fissures, un réagréage à l'arrière. Donc je pense que ça, ce serait pratiquement dangereux de le laisser en place. Il y a un risque. Ouais. Alors, on descend cet élément-là.
Et on amène en atelier Sainte-Barbe, le prophète et le modèle du prophète en plâtre. Et on voit tout ça à la prochaine réunion de chantier, juste avant de les apporter. Moi, je me sens très différente de ceux qui étaient les bâtisseurs, parce qu'il faut quand même bien distinguer la période d'édification et la période de restauration. Moi, je me situe davantage dans cette période des architectes restaurateurs et on se rend compte au fil du temps qu'on a tellement restauré, tellement remplacé qu'on perd beaucoup d'authenticité. Nous sommes au XIVe siècle, à l'apogée du gothique. Ce nouveau style venu de l'Île-de-France s'est répandu dans toute l'Europe et à Strasbourg, il rencontre à présent les traditions architecturales germaniques pour produire par hybridation le chef-d'œuvre original qu'est la cathédrale. Le maître d'œuvre ou Werkmeister de la cathédrale se rend chez le receveur ou Schaffner, c'est-à-dire l'administrateur de la fondation. Il vient lui proposer l'esquisse d'un projet de transformation dans la partie sud. Le secrétaire ou Schreiber note sur une tablette de cire les grandes lignes de la rencontre. Que ressentait le maître d'œuvre à la vue du chantier? Avait-il déjà en tête la vision idéale de l'édifice terminé? Le receveur évalue alors sur la table de calcul, au moyen de jetons, combien cette modification va coûter à la fondation. Rien ne sera jamais trop beau pour la cathédrale, mais le coût exorbitant de sa construction doit être justifié aux milliers de donateurs. Le receveur se rend ensuite à la salle de la loge des tailleurs de pierre, où le rejoignent le premier magistrat de la ville et un des curateurs ou commissaires aux comptes. Ce sont eux qui vont prendre la décision d'accepter ou non le projet de l'architecte. Car le maître d'œuvre, quelle que soit sa renommée, n'avait pas cette toute-puissance que la légende lui prête. Il était choisi par le représentant des bourgeois et devait le convaincre. De nos jours, les costumes ont changé, les proportions aussi, et dans les réunions des comités de pilotage, ils sont seulement plus nombreux à écouter les propositions de l'architecte. Autour du préfet, il y a le maire, le président de la communauté urbaine, le conservateur régional des monuments historiques, l'œuvre Notre-Dame bien sûr, et l'évêque. Des temps anciens à nos jours, il y a ce qui a disparu, ce qui est resté et ce qui s'est transformé. L'appareilleur, par exemple. Il était cet ingénieur avant la lettre qui découpait le dessin de l'architecte en dizaines de milliers de pièces pour que les artisans puissent assembler le gigantesque Lego de sa structure de pierre. Aujourd'hui, son travail consiste surtout à relever le dessin des pierres sur la cathédrale lorsqu'il faut les remplacer. Une seule erreur de tracé, une seule approximation et l'on perd un peu de la vérité initiale du monument. À l'œuvre se trouve le seul poste d'appareilleur à plein temps sur un même édifice. Montrez-moi là. Voilà. Ça, c'est les éléments verticaux qu'on n'avait pas dans le projet parce qu'on considérait que c'était des éléments banals. Voilà, oui, hein, ça c'est un élément, c'est un poteau qui est changé. Donc on a un cartouche avec le projet flèche, le niveau et le numéro de la pièce. D'accord. Ils sont tous un tout petit peu différents. Vous faites une fiche par élément. Voilà, chaque élément est unique, entre parenthèses, puisque le profil varie ici. Suivant le raccordement qu'on doit faire avec l'original voisin. Donc la hauteur de la pièce, le profil varie. Et on en fera un exemplaire avec les éléments essentiels à l'attention du conservateur, en disant voilà comment on travaille de cette catégorie-là, il y en a tant de pièces, sachant que moi je ferai une petite note en disant que chaque pièce est faite et fait l'objet d'une fiche puisqu'elles sont toutes un tout petit peu différentes. Voilà, tout à fait, c'est ça. On va regarder sur l'ordinateur. Pour ce poste, ce qui est intéressant, c'est que
Alors, je baigne alors, dans la tradition, alors déjà avec les tracés, on va dire, les recherches de tracés des originaux, donc ça c'est fabuleux. L'interpréter, travailler sur ordinateur, donc là on baigne dans le futur, hein, ou, enfin je veux dire dans les temps modernes. Oui, il faut qu'on se modernise aussi, quoi. Je dirais sinon on arrête la débiteuse, hein, et puis on fend les blocs à la main. On les rapatrie avec un système, avec un attelage. On arrête l'ascenseur, on met un système de roues écureuils. Et puis, voilà, c'est sûr, il faut se mettre des limites. C'est un équilibre qu'il faut maîtriser, c'est pas évident. Pour la géométrie, pour ma part, je dirais celui qui ne sait pas tracer à la main, c'est clair. Un logiciel informatique, ça ne va pas l'aider beaucoup. Voilà. Il faut se donner des règles. Moi, je me force à mettre tous les points de centre, tous les rayons, tous les cercles de construction, tous les axes, etc. Voilà. Je raisonne d'une façon médiévale avec un outil moderne. En ce temps-là, la construction d'une cathédrale est une quête et l'accomplissement d'une vie. La cathédrale est à l'échelle de Strasbourg une charge considérable pour une ville qui ne comptait alors tout au plus que 20 000 habitants serrés à l'intérieur de sa deuxième enceinte. C'est la foi qui arrache les pierres à la montagne, qui les transporte et qui les taille. La vie est courte, les gens sont jeunes, mais les chantiers sont longs et l'on sait d'avance qu'on ne verra jamais l'ouvrage terminé. Le maître d'œuvre travaillait sous l'œil vigilant des bourgeois et il ne devait jamais être mis en défaut ni décevoir. Certains d'entre eux furent purement et simplement renvoyés du chantier. On est alors tailleur de pierre et sculpteur de père en fils. C'est un métier noble, une aristocratie. On apprend son art dès l'enfance et l'on arrive à maturité à 20 ans. Puis la silicose, due à la poussière de grès, fait des ravages et d'innombrables accidents émaillent les chantiers. Une cathédrale, c'est aussi la somme de toutes ces expériences humaines. On ignore quel était le rapport du maître d'œuvre avec les artisans. On sait que c'était un homme de métier qui avait appris son art sur d'autres chantiers, comme les savoirs qui se sont toujours transmis à l'œuvre du maître à l'apprenti. Alors, la Vierge à l'enfant. Oui. Sculptée par Albert, si vous le savez. Oui. Terminée, prête à être posée demain. Bon, c'était juste. J'y croyais pas. Alors, on va regarder les visages, parce que l'autre fois, vous n'aviez pas tout à fait fini. Et le petit enfant est bien exprimé. Non, c'est bien fait, hein. C'est bien parce que les petits plis sont bien rendus. J'avais toujours peur qu'il manque des reliefs là dans les bords des plis. Non, non, c'est bon, là, c'est bien. Ouais, et puis on laisse un petit aspect de taille aussi. Il n'y a qu'une chose, je lui trouve la main un peu grosse, non? Il n'a pas les doigts un peu pâteux. On peut affiner un peu, mais bon, c'est vraiment, j'ai vraiment pris, c'est quand même la pierre d'origine, il faut respecter. Ses doigts là, venez voir. Voilà, non, non, ils sont justes, mais il faut juste lui faire une petite ombre d'un des deux côtés. D'accord, ouais. Hein? Là au bout, ils sont bien. Il faut juste l'affiner un tout petit peu là.
l'origine. Parce que les visages et les mains, c'est la marque de la qualité du sculpteur. Enfin, il faut aussi respecter l'origine. Bon, mais c'est bien, on fait ça, juste un petit coup sur les mains et puis voilà. Hein? Demain, elle part sur la cathédrale. À quelle heure? C'est-à-dire, là, on a le modèle en plâtre, donc le modèle d'origine. Et d'après ce modèle-là, on retranscrit dans la pierre. Donc à l'aide d'une machine à mettre au point. Et donc voilà, donc c'est un travail assez minutieux, point par point. On prend du modèle en plâtre, on le retranscrit sur la pierre. À l'époque, ils avaient peut-être un croquis ou juste un petit bout de modelage et ils tapaient carrément dans la matière. C'est pour ça qu'on retrouve souvent dans les pièces d'origine une grande spontanéité avec des coups d'outils. Avec ça aille vite, hein. Et ça on le ressent dans les sculptures, on ressent une vivacité. Donc on essaye de laisser le coup d'outil sur la pierre. L'œuvre tient beaucoup à ce qu'on garde la moindre pierre d'origine, on la garde. Parce que chacun est différent. Comme l'humain aujourd'hui, chacun est différent. Chaque pierre a sa trace de taille différente. La lecture médiévale de l'édifice ne se fait pas uniquement à travers les sculptures, mais aussi à travers les humbles parements qui représentent donc la vie sociale de ces artisans à une certaine époque. Là, on voit un outil avec grosses dents. Là, elles sont moins larges. Et ici, il y a un outil sans dents. On est dans la même époque, hein. Vous avez la même ciselure partout. Par contre, il y a 3 outils différents parce que peut-être là, l'outil n'était pas disponible parce que la forge était éteinte et qu'il fallait quand même avancer. Ici, le forgeron, il a fait une denture plus large. Et ici, là, la denture, elle est plus mince. Voilà, dans cette petite partie, il y a déjà tout ça de concentré. Si on le restaure, tout ça, ça sera parti. Et on n'aura plus rien à dire là, sur cet outil. Clément Kelleter est entré en apprentissage à l'œuvre en 1963, à 14 ans. Il a connu des époques, des mentalités et des pratiques bien différentes, mais il déplore surtout les restaurations des 19e et 20e siècles. Ah là, on voit l'aspect de taille qui est totalement contrôlé. On dit ça, c'est une taille décorative. Mais là, on perd la lecture, le caractère de l'artisan, une lecture atypique de chaque artisan qui a fait une pierre différente. Tout est régulé, tout est dicté d'avance. Le chef d'atelier lui dit « tu fais ça comme ça et je ne veux pas ça autrement ». C'est très strict, c'est très linéaire. À l'époque gothique, la pierre qu'il y avait avant, c'était tout à fait autre chose. Il y avait une lecture totalement différente. En plus, les pierres, ils ont la même dimension. Donc le dessinateur, il a partagé ça en 3 parties et divisé. Vu que là, on n'est pas dans une période où la pierre, le volume pierre, il fallait vraiment l'utiliser. Les gothiques, ils utilisaient une pierre au maximum. Elle venait de carrière, traversait la plaine marécageuse. Donc on utilisait un maximum de son volume. Ce qui est ici plus forcément le cas. Donc on est un peu hors jeu au niveau de l'époque médiévale. Le XVe siècle fut le véritable âge d'or de Strasbourg et de l'œuvre. La prospérité matérielle y fut éclatante et la renaissance humaniste et technique s'y implanta profondément. C'est à l'ombre du chantier de la Flèche, dans l'effervescence intellectuelle de l'époque, que Gutenberg inventa l'imprimerie. En 1459, la loge des tailleurs de pierre de Strasbourg
obtient le titre de loge suprême du Saint-Empire romain germanique. Cette immense prospérité fut matérialisée par la construction d'une tour démesurée sur le côté nord, la plus haute jamais construite à cette époque. À cette fin, en 1399, les magistrats strasbourgeois avaient arraché à prix d'or Ulrich d'Ensingen à son chantier d'Ulm et l'avaient mis à la tête de l'œuvre. À l'architecte de génie et à la haute technicité de l'œuvre furent confiés le soin de lancer cette prouesse vers le ciel. Mais reviendrait aussi à l'œuvre d'assumer les dépenses immenses occasionnées. Ensingen mourut en 1419, à mi-chemin de son ouvrage. Il n'alla pas plus loin que la voûte festonnée représentant le ciel étoilé. L'œuvre choisit Johann Hultz pour son successeur. Il était sans doute l'appareilleur du chantier. Un premier projet très classique ne reçut pas l'approbation de la ville. Hultz présenta alors le projet inouï d'audace technique et constructive, la merveilleuse œuvre d'art que nous connaissons. La flèche fut achevée en 1439 et resterait avec ses 142 mètres la plus haute de la chrétienté jusqu'au XIXe siècle. Pourtant, la deuxième grande épreuve historique attendait l'œuvre au tournant du XVIe siècle, avec les idées nouvelles en matière de religion qu'amenait la Réforme. En 1529, la ville se rangea parmi les citadelles du protestantisme le plus exigeant. Comment l'œuvre Notre-Dame survivrait-elle au cœur d'une religion qui reprend le commandement biblique « Tu ne feras pas d'image taillée » et qui a maintes fois brisé les statuts des églises? Encore une fois, l'œuvre dut son salut aux bourgeois de la ville et à l'attachement viscéral des Strasbourgeois à leur cathédrale. Strasbourg restera protestante jusqu'au règne de Louis XIV et son annexion par la France. La cathédrale est alors rendue au culte catholique. Qu'en serait-il de l'œuvre dans ce nouveau cadre du centralisme français, avec le retour d'un évêque? Un accord est passé entre le roi et le magistrat. 10 articles visant à préserver les libertés essentielles de la cité sur les plans politiques, administratifs et religieux. L'œuvre continuera son chemin. Une des figures les plus extraordinaires de ce temps fut l'architecte de l'œuvre, Jean-Georges Heckler. Dès son accession à la tête de la fondation, la foudre détruisit les 23 mètres du haut de la flèche. En 3 ans seulement, il les reconstitua quasiment à l'identique. À l'époque de Versailles et du classicisme triomphant, où, ailleurs qu'à Strasbourg et au sein de l'œuvre, aurait-on eu l'idée de construire en gothique et surtout de savoir encore le faire? Heckler fit aussi exécuter des fouilles archéologiques et proposa aux magistrats la construction de la deuxième tour, qui ne vit jamais le jour, faute de moyens. Il mourut en décembre 1682, après 28 ans de règne sur l'œuvre. C'est aussi grâce à ce personnage exceptionnel que nous pouvons encore admirer la flèche. Au XVIIIe siècle, lorsqu'on décide d'entourer la cathédrale d'une galerie pour unifier les boutiques qui jouxtent le monument, c'est cette fois-ci la ville qui exige de l'architecte Goetz qu'il renonce aux galeries classiques dans le style du Palais Rohan tout proche et qu'on reste dans l'esprit gothique de la cathédrale. C'est bien un conservatisme pionnier, si l'on peut dire, qui fut toujours à l'œuvre. Mais de nombreux périls attendaient l'œuvre Notre-Dame et la cathédrale. À la Révolution, on exigea la démolition de la flèche, symbole de l'oppression religieuse. On prétend qu'un bourgeois, pour la sauver, eut l'idée de la coiffer d'un immense bonnet phrygien. Et l'œuvre survécut à cette nouvelle tempête.
Clément? Oui. Bon, alors, on va terminer sur le chapitre sur lesquels j'ai encore des doutes. Oui, les qualités de grès. Oui. Après, quand on aura validé ça, l'étude sera vraiment bouclée. Alors, ils viennent d'où tous ces grès? Bon, on avait donc vu dans la chronique de Grandidier, par hasard, je tombe donc sur les carrières de Gresswiller. Alors là, c'est Heckler. Voilà, donc ça se retrouve, donc vous avez le fossé rhénan, vous avez le Rhin, vous avez le fameuse cathédrale. Donc ils se sont servis le long du piémont des Vosges, entre autres Vasselonne. Et c'est là où l'œuvre a encore des carrières? On a des carrières à Elmhorst, par là. Tout près de Strasbourg. Et Heckler, il s'est légèrement bifurqué vers le sud, donc il a pris du Gresswiller, qui est un grès gris, mais de relative bonne qualité, mais pas la qualité du grès d'origine, qui est normalement du grès de Vasselonne. Mais d'après certaines chroniques, ils disent qu'ils ont pris sur tout le pourtour, sur tout le front du piémont, ils ont rayonné pour chercher les différents grès. Ah oui, c'est des carrières peu profondes alors? Oui, effleurantes, comme on dit. J'ai quelques spécimens là-bas. Ben, on va aller les voir. Voilà. Et puis ça là, aspect couleur, ok, disponibilité, les problèmes posés vus, ça a l'air bon. Disponibilité de carrière, on n'en a plus aucune aujourd'hui. Non, malheureusement ils sont tous fermés, recultivés en vigne. Il y en a même un où il y a un camp nudiste, comme ils disent là-bas. Tout ce qui touche à l'œuvre Notre-Dame est mémoire, conservation des savoirs anciens, accumulation systématique d'une documentation gigantesque, unique au monde, sur un seul édifice. Ainsi, la cathédrale et ses artisans sont-ils la face visible d'un immense ensemble de savoirs et de pratiques qu'il faut sans cesse visiter. C'est à ce prix que la restauration respectera l'identité de la cathédrale. On a des fonds énormes, on a des gravures, on a des dessins anciens, on a des plans anciens modernes, on a des gravures, je me répète, on a des photos, on a des plaques de verre, on a un petit peu de tout qu'il faut inventorier, qu'il faut ranger, qu'il faut... Par exemple, s'il faudrait remplacer une gargouille totalement abîmée ou une petite sculpture décorative qui n'existe plus aujourd'hui, où eux, ils ont du mal à voir qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, ou pour voir les détails, là, on regarde dans nos photos anciennes pour savoir, pour retrouver éventuellement une photo de l'original. Outre ces moyens classiques de documentation, l'œuvre conserve dans son lapidaire toutes les pierres qui ont été retirées de la cathédrale et qui, sur un autre monument, auraient été mises au rebut une fois remplacées. Alors là, on conserve, pour ainsi dire, les entrailles de la cathédrale. On accède différemment aux choses, vu que les pièces sont détachées de l'édifice, donc on accède dans l'épaisseur. Malheureusement, c'est pas trop rangé, il y a un certain ordre. Ici, vous avez les fenestrages du bas-côté nord, avec la culée ici. Ça, par exemple, ça représente les deux culées au centre des arcs-boutants nord, et c'est un contrepoids qui a été rajouté au XVIe siècle, qui est déposé ici. Par contre, ici, on a une pièce du Massif occidental, et ici, on a une pièce de la Flèche. Donc le maniérisme a changé, les outils ont changé. Donc pour garder pas seulement une image plus ou moins réelle de l'édifice moyenâgeuse, ça nous permet carrément de reculer. Ici, on est en 1275. Donc on peut reculer d'un seul élan vers la vraie pièce qui a été travaillée en 1275. Là, on est dans du grès, le vrai grès qui était le grès d'origine. Il y a des choses qui actuellement nous échappent. Moi, je regarde cette pièce, qu'est-ce que je vois? Le scellement, le plomb, des traces de taille. Mais il y a peut-être une autre personne qui va faire la même approche, mais qui trouve d'un seul coup, tiens, il reste un tracé. Il y a un trait d'axe, il y a une certaine forme de tracé, que peut-être une génération n'a pas vu et qu'un autre artisan a le feeling et il trouve encore autre chose.
c'est le même esprit qui fait que depuis des dizaines d'années, les artisans de l'œuvre s'obligent dans les moments creux à faire des copies en plâtre de toutes les statues de la cathédrale. Pour modeler le plâtre dans cet état-là, il y a tout un système qu'on appelle de l'estampage, qui est tout un art, tout un savoir-faire aussi qu'on ne voudrait pas perdre. Donc on essaye aussi de garder la manière ancienne. On a commencé à numériser le stock. C'est toute la moitié à peu près numérisée pour une recherche plus rapide. Mais la mémoire visuelle reste quand même importante. Et on souhaiterait que les artisans sculpteurs circulent assez souvent là-dedans pour mémoriser des choses, pour que l'œil s'habitue à la forme gothique. On est plus proche ici de la forme que sur l'édifice où tout s'étale sur des milliers de mètres carrés. Aujourd'hui, les impératifs économiques et les nouvelles possibilités technologiques sont à la base de questions sur la pertinence d'un tel stock. À l'heure de la numérisation, quel intérêt de conserver un tel ensemble? La 3D, on a fait venir un système 3D. Donc on a fait une copie qui elle est ce qu'elle est. Par contre, elle ne matérialise pas, disons, l'aspect de taille, hein, la peau de la pierre. On ne la retrouve pas sur une 3D laser pour le moment. Donc il y a ça qui nous manque. Et puis elle n'est pas encore vraiment proche. Il faut quand même imaginer, vu que la 3D, c'est des petits points espacés de 5000. Mais qu'est-ce qui se passe entre l'espace entre les 5000? Ce n'est pas encore vraiment ça. Ici, on prend de la terre glaise, on fait l'estampage. Au point de vue conservation, c'est fiable. Hein. On a à peu près 150 ans de conservation ici. Et vous entendez, c'est des bonnes pièces. Il n'y a pas de souci de les conserver, de les refaire tous les 10-15 ans. Elles sont là, elles sont figées. L'inconvénient de ça, c'est qu'il faut énormément de place, vu qu'on a la vraie grandeur de l'objet, tandis qu'un CD, vous pouvez stocker tout ce que vous avez là-dedans. Je suis sûr qu'on peut le stocker ici, sur cette place-là. Ça, c'est évident. Mais le sculpteur ne verra jamais rien. Le sculpteur pourra avoir une information, il doit mettre son CD, il doit s'installer, il n'aura qu'une image virtuelle, tandis qu'ici, le sculpteur, il passe, il apprécie le galbe de ci, la profondeur de ça. Sur un CD, vous savez, ça reste une image. Déjà au XIXe siècle, l'œuvre fut confrontée à une évolution notable, avec l'apparition en Europe de la notion même de patrimoine architectural. Mais ce fut aussi le temps où les architectes reconstruisirent des pans entiers d'édifices en imaginant ce qu'ils devaient être. Gustav Klotz sera l'architecte de l'œuvre Notre-Dame de 1837 à 1880, année de sa mort. Il entame la grande campagne de restauration des vitraux médiévaux. Il transforme le chœur en supprimant les boiseries qui dissimulaient la pierre depuis le XVIIIe siècle et la crypte en lui donnant son aspect actuel. Au cours des 43 années de règne de Klotz, l'œuvre connaît une nouvelle épreuve, la guerre franco-allemande de 1870. Pour montrer la précision de leur artillerie, les Prussiens visent et atteignent le sommet de la flèche. Ils remportent la victoire et Strasbourg devient allemande. Si l'existence de l'œuvre n'est pas remise en cause, en revanche, elle subira très fortement l'influence de la tradition allemande en matière de restauration. La reconstruction qui suivra la guerre se fera à base de remplacements systématiques dans une conception moderne très éloignée du gothique. Après le bombardement de 1870, Klotz reconstruit en la rehaussant la tour de croisée du transept sous la forme d'une coupole détachée de la nef en style roman rhénan. Il est l'avant-dernier à faire un apport architectural original avec cette tour qu'on appelle aujourd'hui la tour Klotz. Cet architecte de l'œuvre
et dans la lignée des restaurateurs interventionnistes comme Viollet-le-Duc. Un successeur de Klotz, l'allemand Knaut, exerça au début du XXe siècle et fut confronté à un problème majeur. On décela en effet des fissures dans un pilier. Inexorablement, le pilier supportant la tour s'enfonçait dans le sol, menaçant d'entraîner avec lui une bonne partie de l'édifice. Knaut décida de refaire toutes les fondations du pilier, en proposant un dispositif de report des charges de la tour. Cette opération eut pour conséquence des ponctions considérables dans les ressources de l'œuvre, qui fut dès lors un peu plus dépendante de la ville. Au retour des Français en 1918, on demanda à Knaut, marié à une Alsacienne, de prendre la nationalité française, ce qu'il refusa par respect pour ses deux fils morts à la guerre. Les autorités l'expulsèrent en février 1921. Il mourut peu après dans la misère, privé de sa retraite par la ville de Strasbourg. Le XXe siècle est celui des guerres mondiales, au centre desquelles Strasbourg, la cathédrale et l'œuvre Notre-Dame sont sans cesse en danger. Pendant que les Strasbourgeois quittent la ville, l'œuvre met à l'abri les statues et les vitraux. Finalement, la cathédrale sera épargnée en 1940, mais après tant d'autres, Hitler viendra y savourer sa victoire, confirmant l'importance symbolique de l'édifice. Mais dans ces bouleversements terrifiants, c'est cette fois-ci la cathédrale et la ville qui sont touchées par des bombardements anglo-américains en août 1944. Après la guerre, l'œuvre Notre-Dame entre dans la modernité. Mais son rôle est une nouvelle fois contesté, cette fois-ci par l'affirmation des droits de l'État sur le monument. S'ensuivra une interminable opposition entre l'architecte de l'État et celui de l'œuvre, qui pendant des années se partageront la cathédrale entre un côté sud dévolu à l'œuvre et un côté nord pour l'État. Il faudra attendre 1999 pour qu'une convention lie l'État et la ville et réunisse les deux postes d'architecte en un seul, à la demande de Catherine Trautmann, à la fois ministre de la Culture et ancien maire de Strasbourg. L'efficacité retrouvée sera flagrante sur le chantier de la Flèche. À partir des années 90, la restauration des monuments historiques a connu une véritable révolution au niveau mondial, lorsque, grâce à l'UNESCO, le monde s'est mis à peu près d'accord sur une nouvelle façon d'envisager le patrimoine. Il faudra désormais préserver le maximum de matériaux anciens et ne remplacer que ceux qui menacent ruine. L'œuvre Notre-Dame, tout à sa manière de faire ancienne, a dû s'adapter à cette nouvelle façon de voir et aux techniques de conservation, c'est-à-dire au traitement de nature chimique de la pierre. Et puis, il nous reste à faire les prélèvements finaux pour contrôler au niveau de la pierre ce qui reste en sel. Bon. Un des problèmes que rencontre le grès, c'est un problème d'altération due au sel. Ici, on a de quoi mesurer les sels qui sont contenus dans la pierre et évaluer l'efficacité de nos traitements de dessalement. Il faut quand même développer ces techniques pour aller plus loin vers la conservation des originaux, puisque ça fait partie de la déontologie qui est en place maintenant depuis environ 40 ans en Europe, qui veut qu'on essaye au maximum de conserver les œuvres d'art, les pièces originales dans leur contexte. L'influence de la conservation prend de plus en plus d'ampleur au niveau des monuments historiques. On n'est plus à l'âge où on changeait systématiquement des mètres cubes et des mètres cubes de pierre. Donc la tendance est à utiliser de plus en plus les techniques de conservation.
C'est pour que l'œuvre soit en capacité de maîtriser toutes les étapes de restauration. Donc le personnel de l'œuvre soit capable de faire et la taille de pierre, et la sculpture, et la pose, la dépose, et la conservation pour éviter de sous-traiter à d'autres entreprises. Qu'on soit capable d'être maître d'œuvre et maître d'ouvrage du début à la fin. Le temps nous dira si les techniques qu'on applique, les produits qu'on utilise serviront réellement à quelque chose dans le temps. On sait déjà que ça sert à quelque chose, mais c'est le temps qui est important. On ne veut pas revenir ici dans 5 ans. Donc c'est là où le temps va nous le dire. Et c'est la flèche, c'est réellement le premier chantier où on a vraiment appliqué des techniques de conservation du début à la fin. Donc le chantier flèche et autour va vraiment nous servir de témoin sur les techniques qu'on met en place et qu'on applique à l'œuvre. Et c'est très important que ce soit un artisan, un tailleur de pierre, un maçon qui travaille ces techniques. Ça permet de tempérer l'utilisation de la conservation. C'est-à-dire, j'ai été formé à la pierre, je taille la pierre également, donc je sais quand une pierre doit être changée et quand une pierre peut être traitée en conservation. Comme toute structure, on est obligé de s'inscrire dans le temps dans lequel on vit, on ne peut pas se permettre de vivre dans un siècle passé. Donc, sans oublier les traditions et les techniques traditionnelles qu'on pratique toujours à l'œuvre Notre-Dame, on rajoute une corde à l'arc en maîtrisant les techniques modernes. Hop. Ça passe carrément dessous là. Ouais. Là. Petit revoir. Hop. Top. Top. On peut venir. Vas-y. Attends, il y a le redent. Ok. Impeccable. Ça marche. C'est parti. Attends. La longue histoire de l'œuvre se poursuit donc, liée à celle de Strasbourg, de l'Alsace, de la France, du monde à présent. L'œuvre, au cours des siècles, a dû son salut, sa persistance obstinée à 3 éléments fondamentaux. L'autonomie que lui donnait son patrimoine, le savoir-faire unique et continu de ses artisans, mais surtout la passion des Strasbourgeois et des Alsaciens pour leur cathédrale. Elle a fait d'elle un monument politique par excellence, c'est-à-dire porteur d'enjeux symboliques forts pour la collectivité humaine. Il est essentiel que l'œuvre ait été séparée, au berceau, de la tutelle ecclésiastique pour se mettre sous le protectorat du maire, c'est-à-dire de la collectivité elle-même. Nul ne sait si les vicissitudes de l'histoire sont terminées pour l'œuvre Notre-Dame. L'époque semble plutôt calme, mais dans 20 ans, dans 50 ans, d'autres logiques économiques, par exemple, ou administratives, pourraient-elles mettre fin à une expérience séculaire? Le maire délégué de Strasbourg, donc protecteur de l'œuvre depuis son élection, est catégorique. Jamais. Je veux dire par là que cet héritage dont nous bénéficions à travers les siècles, nous le respectons tel qu'il est. Et bien évidemment, nous nous inspirons comme élus de cette volonté de continuité à travers les générations et quelles que soient les tendances politiques. J'allais dire, l'œuvre Notre-Dame est quelque chose pour nous de complètement intouchable. Je ne vois en aucun cas se dessiner quelque part une sorte de privatisation. Autant la ville de Strasbourg n'est pas faite pour gérer le gaz, car c'est une industrie, autant je crois qu'elle est garante, et c'est un devoir pour elle, de l'entretien de la cathédrale. On peut sans mal imaginer que le XXIe siècle sera pour l'œuvre celui d'une nouvelle approche de restauration, c'est-à-dire d'un nouveau rapport avec le passé, avec l'âme de la cathédrale, gravée dans le moindre geste de ses artisans, veilleurs sans relâche de Notre-Dame de Strasbourg. Aujourd'hui, chacun admet la cathédrale comme elle est. Mais dès qu'on restaure, on perd l'unité première, ça c'est certain. Hein, moi, je vous défie d'imiter l'écriture d'un autre, là, c'est un peu pareil. Mais l'œuvre est particulièrement attentionnée, parce que c'est l'œuvre, parce qu'on y met les moyens.
Tout ce qui a été fait à partir de 1870, on ne le gomme pas en 5 ans, même pas en 10 ans, même pas en 40 ans. À partir de maintenant, on a une meilleure respectabilité des anciens, des premiers. On suit mieux la trace des premiers qu'à une certaine époque. Moi, je sors d'une époque hyper disciplinée. On disait que c'était une taille à la prussienne. Tout était décidé d'avance. Et le gothique, c'est pas du tout ça. C'est de l'individualisme. On a un style d'ensemble, mais chaque pierre est traitée selon le caractère et les capacités de cet artisan qui taille une certaine pierre. Et ça, aujourd'hui, on le retrouve. Il ne faut pas l'enlever, celui-là, et mettre autre chose ou un semblant. Il faut essayer d'être aussi proche que l'original, qui a donc su faire connaître la cathédrale mondialement. Aujourd'hui, on fait du vrai, on est approchant de l'ancien. Je pense que c'est une motivation supplémentaire, encore une fois. Du bel œuvre, effectivement, mais pas du bel œuvre que moi j'ai envie de faire, mais qui était là avant. Donc il y a eu plein de choses comme ça qui, grâce à l'œuvre, on a pu laisser une cathédrale médiévale.